Le développement des collectivités locales, désormais une préoccupation majeure de l'Office togolais des recettes OTR, qui veut en faire une priorité dans ses actions d'accompagnement aux efforts du gouvernement. Ainsi, la décentralisation et la fiscalité locale, deux volets essentiels de développement au cœur de la réforme politique et économique chère au gouvernement togolais et impliquant également la contribution des communautés à la base, ont mobilisé les acteurs clés autour d'un colloque de 2 jours. À l'initiative de l'OTR, les travaux ont démarré ce jeudi 20 janvier à Lomé. Il s'agit du premier dialogue interprofessionnel sur la fiscalité. Il réunit élus locaux, experts en fiscalité du Togo et d'ailleurs, ainsi que des acteurs de la société civile. Il s'agira au cours de cette rencontre d'outiller les participants sur la connaissance de la fiscalité locale et sur ses enjeux pour la décentralisation. Conformément à la loi portant création de l'Office togolais des recettes, l'une de ses missions est d'asseoir, d'administrer et de recouvrer les impôts et taxes et autres droits locaux pour le compte de l'État et surtout pour le compte des collectivités territoriales suivant les textes en vigueur. Ainsi, depuis son opérationnalisation en 2014, l'OTR a mis en œuvre plusieurs réformes en vue d'accroître substantiellement les recettes fiscales aussi bien pour le compte du budget de l'État que celui des collectivités territoriales. En dépit des résultats enregistrés, plusieurs défis restent encore à relever, surtout en matière de recouvrement des impôts locaux, plus spécifiquement des taxes foncières dont le rendement est encore relativement faible. Le présent dialogue se veut donc un rendez-vous entre les praticiens, les professionnels, le monde universitaire, nationaux et étrangers, afin non seulement de mieux appréhender l'interrelation entre la décentralisation et la fiscalité locale, mais également de permettre et de mettre à la disposition de l'OTR et des communes des stratégies et des outils devant leur permettre d'accroître considérablement les ressources internes pour l'autonomie financière des collectivités territoriales. Les difficultés auxquelles font face les communes, notamment dans la mobilisation de ressources financières nécessaires pour le fonctionnement, sont nombreuses. Et cette initiative de l'OTR vient à point nommé leur apporter de quoi mieux s'orienter. Le choix des parties prenantes me semble extrêmement pertinent et je voudrais remercier l'OTR pour cette initiative. Remercier l'OTR et exprimer également la gratitude des acteurs locaux au monde scientifique, au monde universitaire à travers le comité scientifique. Nous avons besoin à la fois au niveau des collectivités territoriales, ensemble avec l'OTR, ensemble avec l'ensemble des partenaires qui interviennent au niveau normatif et législatif, de promouvoir beaucoup d'interactions pédagogiques. Nous avons besoin d'une claire définition des rôles, nous avons besoin de transparence, nous avons besoin d'innovation, nous avons besoin d'agilité, de capacité d'adaptation pour pouvoir répondre aux attentes au final de nos populations. Nous attendons de cette première édition que des résolutions, des mesures ou des propositions concrètes soient faites pour permettre aux communes d'être développées davantage, parce que c'est vrai, même s'il y a l'ambition de leur part, c'est une chose, et l'autre chose, c'est de pouvoir engranger les sous nécessaires pour assurer ce développement. Ouvert ce jeudi 20 janvier, cette rencontre prendra fin vendredi 21 janvier. Notons surtout que l'un des objectifs principaux visés à travers ce colloque est d'amener les différents acteurs présents à fédérer leurs efforts et à mettre en place des stratégies fiscales nécessaires à la bonne réalisation du Plan national de développement PND. Par exemple, si vous êtes dans un service et que vous êtes nombreux, par exemple, vous pouvez avoir un délégué du personnel ou bien un syndicat. Mais si l'employeur voit que les propositions que vous tenez va l'embêter, il peut toutefois appeler votre responsable la nuit, il donne quelque chose, l'argent par exemple, pour lui dire que bon, les propositions là, il faut damer sur ça. Et du jour au lendemain, quand vous vous interrogez maintenant votre responsable pour dire comment nous allons faire pour attaquer notre employeur, et vous allez voir qu'il va vous
faire des manières. Par exemple, j'ai vu quelque chose auprès de toi que j'ai besoin d'avoir cela. Mais la manière dont je vois, je ne peux pas avoir ça facilement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à connaître ce que vous voulez. Quand je connais ce que vous voulez, je prends par exemple, je sais que si vous gagnez 1000 francs, vous avez déjà la joie. Et donc, je cherche 1000 francs, je vous appuie. Et puis, je prends la chose. Je peux dire que vous êtes corrompu par les 1000 francs ou par l'argent. C'est ce qu'ils entendent par corruption, ces citoyens interrogés dans les rues de la capitale. C'est une plaie qui ronge jusqu'aux os l'économie nationale, foule aux pieds les valeurs citoyennes et bafoue la morale chrétienne. Malgré les efforts de lutte, la corruption existe et persiste sous plusieurs formes, à tous les niveaux et sur tous les plans. Pourtant, elle constitue aussi bien pour la société que pour la religion une injustice. Parlant de la religion, les Écritures saintes interdisent formellement la corruption, comme l'affirment les leaders religieux que nous avons interrogés à ce sujet. L'islam dit « Maudit soit celui qui corrompt et celui qui se fait corrompre ». Donc l'islam interdit de corrompre et de se faire corrompre. On lèse le droit de quelqu'un, ou soit on prend le droit de quelqu'un, ou soit on voit que cette chose-là, voilà, de cette façon qu'on devrait le faire et d'une façon injuste. On donne d'une façon injuste à l'autre. L'église est formelle, c'est le commandement de Dieu, tu ne voleras pas. La corruption, c'est le vol. Là où il y a la malhonnêteté, il y a la malversation, c'est du vol. La corruption fait mal à la société. La corruption, c'est une méthode de tricherie qui conduit à vivre dans l'injustice. Les gens sont privés de leurs droits. Les gens veulent avoir plus qu'ils n'ont produit. Voilà, c'est une façon de ne pas accepter ses propres efforts, de vouloir au-delà de ce qu'on mérite. Et donc, c'est contraire à la morale chrétienne. C'est un véritable fléau, une préoccupation majeure qu'est la corruption de nos jours. Il importe donc de l'éradiquer à tout prix, ou du moins l'atténuer. Sur ce point, les leaders religieux évoquent un changement de comportement à tous les niveaux. Ne vous laissez pas émousser et perdre la conscience vis-à-vis de ce qui est mauvais. Moins de mensonges, plus de vérité. Moins d'injustice, plus de justice. Il faut aussi parler de la justice à la base. C'est-à-dire que chacun ait ce qu'il mérite. Il faut bien payer les salariés. Il faut que les employeurs traitent bien les employés. Il faut qu'une politique puisse aider les citoyens à avoir le minimum pour qu'on ne soit pas obligé des fois de tricher pour avoir le minimum pour vivre, pour survivre. Si vous êtes bien, vous connaissez votre Seigneur, vous l'adorez, et que vous n'êtes pas bien envers vos frères, vous les trichez, eh bien votre paradis là sera vraiment très difficile. C'est vraiment d'être sincère, d'être honnête et de penser à l'avenir de ce que nous faisons. Ne pas regarder sur le champ ce que nous allons gagner comme des miettes. Aux grands mots, les grands remèdes, dit-on souvent. Face à ce phénomène de la corruption, il faut une stratégie adaptée pour la lutte, selon le premier responsable de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plucia. Un tel mal, on ne peut pas nous traiter n'importe comment. Il faut une stratégie et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est le chantier principal de cette année. Ce chantier a été lancé officiellement le 21 mai dernier. Nous sommes à l'étape d'enrichissement de la version provisoire. Nous sommes sûrs jusqu'en juin prochain. Nous aurons la stratégie pour booster la lutte contre la corruption. Pour endiguer le fléau de la corruption, la contribution de tout citoyen est indispensable. Des actions concrètes sont aussi à mener par les autorités, notamment l'application stricte des textes juridiques. Malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires pour réduire le taux d'accidents sur nos routes, la situation reste préoccupante. D'après les chiffres du second semestre de l'année écoulée, 3577 cas d'accidents ont été enregistrés avec 4655 blessés et 334 morts contre 346 au premier semestre. En somme, 680 personnes ont perdu leur vie par accident en 2021 contre 576 morts en 2020. Les causes restent les mêmes et le mauvais comportement du conducteur pointé du doigt. La plupart des accidents, c'est le non-respect des règles de la circulation. À la veille des fêtes,
Il y a des comportements vraiment déplorables. Il y a l'euphorie, il y a d'autres, c'est la colère totale. Il y a d'autres, c'est l'anxiété grandissante. C'est-à-dire il y a des diversités en circulation. Et en plus, la circulation s'accroît, ça augmente. Selon les spécialistes en code de la route, une prise de conscience par les usagers de la route s'impose afin de venir à bout de cette situation déplorable. C'est là la première des choses. On peut vous placer des radars, l'alcotest, on peut même sensibiliser, on peut faire des formations, mais quand les gens ne sont pas conscients, quand ils sont en circulation, ils courent un danger mortel, on va toujours rester là. On doit être conscient et responsable. Vous allez voir des fois, il y a des pères de famille qui se trouvent devant un feu rouge comme ça et violent. Donc ça là, le gouvernement ne peut pas venir se mettre debout devant un feu rouge ou dire à un grand monsieur de ne pas faire ça. Donc ça c'est la conscience. Déjà quand on est conscient en circulation, vous allez voir que les taux des accidents vont diminuer. Selon le bilan sécuritaire second semestre, 60%, soit 198 décès, proviennent des motos. Aussi, parmi les 4547 engins impliqués dans les cas d'accident, 3099, soit 68%, sont des motos. D'où l'importance de la formation catégorie A en règle de conduite. On peut beau maîtriser la conduite et se déplacer facilement, mais ça ne veut pas dire que ça ne te donne pas le droit de la maîtrise de la circulation, des règles de la circulation. Il faut que ces dernières soient formées. Il faut que la personne soit formée d'abord. Et les notions de la circulation, comment il faut éviter l'excès de vitesse, comment il faut respecter les feux, comment il faut aborder la circulation, parce qu'on n'est pas appelé à rester seul sur la route. Actuellement, permis catégorie A, les usagers ou bien les apprenants ne passent plus par des auto-écoles pour se faire former. C'est un peu de courage. Donc le gouvernement doit revoir ça, ce copie-là, et voir de quelles mesures il faut faire revenir ces gens-là à la formation au niveau des auto-écoles. Le renforcement du contrôle en circulation et l'effectivité de l'alcotest s'avèrent indispensables. Le gouvernement promet y veiller. Fidèle à sa mission première, celle d'assurer la sécurité des citoyens, la gendarmerie nationale togolaise a démantelé du 24 décembre 2021 au 8 janvier 2022 un réseau opérant dans le trafic d'organes humains. Ils sont 7 individus dont une femme, tous de nationalité togolaise. Leur arrestation fait suite à la disparition d'un bossu à Lomé dans le quartier Atiégou. Une enquête ouverte le 22 décembre 2021 a conduit à l'interpellation du nommé Yourou Ibrahim, dont la perquisition de la chambre a permis de retrouver le corps sans vie de la victime, mutilé et enterré sous le lit. Sur ce corps, il manquait le dos, le cœur et le poumon gauche. Reconnaissant être l'auteur de ce crime crapuleux, le mis en cause déclare avoir agi pour honorer la commande d'un charlatan qui avait besoin d'une bosse humaine pour un rituel. Des informations recueillies chez l'auteur principal ont permis d'étendre les recherches de Lomé à Blita en passant par la Matessi dans la région centrale. Et à l'arrivée, la gendarmerie nationale constate que c'est un groupe bien organisé qui opère à travers le pays. Ces individus, adeptes de l'occultisme et constitués en bande organisée, se procurent les organes et tissus humains, soit en commettant des meurtres, soit en les achetant ou encore en profanant des tombes. Les perquisitions effectuées au cours de ces investigations ont permis de retrouver, en dehors d'autres restes humains, les organes prélevés sur le corps de la victime et un pistolet de fabrication artisanale. Ces trafiquants d'organes humains seront renvoyés devant la justice. Quant aux organes humains retrouvés, ils seront remis aux familles pour des cérémonies d'inhumation selon la gendarmerie nationale. Afin de démasquer ces réseaux de trafiquants d'organes humains et bien d'autres, la gendarmerie nationale recommande vigilance et plus de collaboration.